Mars 2024, tribunal de Marseille. 13 jeunes visages défilent devant les caméras, menottés, le regard fuyant. Le plus âgé n'a pas 25 ans, le plus jeune vient tout juste d'atteindre sa majorité. Dans leur téléphone saisi par la police, une réalité glaçante de contrats de mort négociés comme des livraisons de pizza, des vies humaines tarifées à quelques milliers d'euros, des assassinats commandés depuis des cellules de prison via des applications chiffrées. Bienvenue dans l'univers de la DZ Mafia, où l'assassinat n'est plus un acte de désespoir ou de vengeance personnelle, mais une méthode industrielle, minutieusement orchestrée. Marseille, cité phocéenne aux 1000 visages, cache aujourd'hui l'une des organisations criminelles les plus redoutables d'Europe. Depuis 2023, le nom DZ Mafia résonne dans les commissariats, les palais de justice et les rédactions comme le symbole d'une nouvelle ère du crime. Une ère où la mort devient un outil de gouvernance, où l'intimidation se professionnalise, où des adolescents sont transformés en machines à tuer jetables. Comment une organisation criminelle a-t-elle pu faire de l'assassinat sa signature ? Pourquoi des mineurs acceptent-ils de devenir des tireurs pour quelques billets froissés ? Et surtout, qui tire réellement les ficelles de cette macabre tactique ? Pour comprendre cette mutation criminelle, il faut d'abord saisir l'évolution du paysage marseillais. La cité phocéenne n'a jamais été étrangère à la violence, mais les codes ont radicalement changé. Là où autrefois les règlements de compte opposaient des clans familiaux enracinés, avec leur territoire défini et leur hiérarchie respectée, la nouvelle génération criminelle privilégie la fluidité, l'anonymat et la terreur systématique. Cette révolution s'appuie sur une réalité démographique dramatique, la précarisation d'une jeunesse urbaine sans perspective. Dans les quartiers nord de Marseille, le taux de chômage des moins de 25 ans frôle les 40%. Des générations entières grandissent dans l'ombre des tours HLM, entre écoles délabrées et centres sociaux fermés, faute de budget. Cette détresse sociale devient le terreau idéal pour une criminalité qui promet l'ascension rapide contre des services mortifères. 2023 marque un tournant dans l'histoire criminelle marseillaise. Alors que les règlements de compte traditionnels entre familles du grand banditisme semblaient appartenir au passé, une nouvelle forme de violence émergea des cités, plus froide, plus calculée, plus industrielle. Les enquêteurs découvraient progressivement les contours d'une organisation qui révolutionnait les codes du milieu criminel français. Contrairement aux parrains d'autrefois qui s'entouraient de fidèles lieutenants, la DZ Mafia développa un modèle économique basé sur l'interchangeabilité. Pas d'honneur, pas de serment, pas de liens familiaux, uniquement des contrats ponctuels avec une main-d'œuvre renouvelable à l'infini. Des jeunes en rupture, souvent issus des quartiers défavorisés, parfois même mineurs, recrutés via les réseaux sociaux pour exécuter des missions dont ils ne comprennent pas toujours la portée. Cette approche transactionnelle révèle une évolution fondamentale dans la psychologie criminelle contemporaine. Là où les anciennes générations de bandits cultivaient une certaine mystique, valorisant la fidélité et le respect des anciens, la DZ Mafia fonctionne comme une entreprise de services mortifère. Les relations humaines s'effacent au profit d'un pragmatisme glacial qui transforme chaque individu en ressource exploitable et jetable. Les premiers signaux d'alarme remontent au printemps 2023, quand les services de police constatent une évolution troublante dans les modalités des homicides liés au narcotrafic. Fini les face-à-face, les vendettas personnels ou les affrontements territoriaux classiques. Place à des exécutions rapides, professionnelles, suivies d'exfiltrations parfaitement orchestrées. Les victimes sont abattues par des inconnus qui disparaissent aussitôt, laissant derrière eux peu d'indices et aucune piste personnelle. Cette industrialisation de l'assassinat s'accompagne d'innovations technologiques terrifiantes. Application de messagerie chiffrée, comptes jetables, communication codée, géolocalisation des cibles, planification des itinéraires de fuite. Chaque meurtre est préparé comme une opération militaire, avec repérage préalable, mise à disposition d'armes et de véhicules, synchronisation des équipes et plan d'exfiltration détaillé. L'expertise technologique de la structure dépasse largement ce qu'observent habituellement les enquêteurs spécialisés dans le grand banditisme traditionnel. Serveurs localisés dans des paradis numériques, cryptage multicouche, renouvellement quotidien des identifiants, la DZ Mafia maîtrise des outils de protection numérique avec une sophistication qui défie des services de renseignement. Mais pourquoi choisir l'assassinat comme méthode principale ? Dans l'économie souterraine du narcotrafic marseillais, la peur vaut de l'or. Chaque meurtre commandité ne vise pas seulement à éliminer une personne,
Il s'agit d'envoyer un message à des dizaines d'autres, un message simple mais efficace. Nous pouvons frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Cette dimension communicationnelle de la violence transforme chaque assassinat en événement médiatique involontaire. Les médias locaux relaient les détails. Les réseaux sociaux amplifient les rumeurs. La population intègre progressivement l'idée qu'une force obscure mais omniprésente surveille et punit selon ses propres règles. Le recrutement des tireurs révèle la dimension la plus sordide de cette approche. Ces jeunes tueurs à gages, souvent âgés de moins de 20 ans, parfois même mineurs, sont recrutés selon des critères précis: précarité sociale, absence de perspective d'avenir et surtout, manque total de lien avec le milieu criminel traditionnel. Cette dernière caractéristique garantit leur anonymat et complique le travail des enquêteurs. L'approche initiale se fait presque toujours via les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Les recruteurs utilisent tous les canaux numériques fréquentés par leur cible démographique. Ils commencent par nouer le contact de manière anodine, se présentant comme des intermédiaires dans de petits trafics locaux. Cette phase d'accroche peut durer plusieurs semaines, le temps d'évaluer la personnalité du candidat et sa capacité à garder le silence. Le processus de séduction criminelle suit des étapes codifiées qui révèlent une compréhension psychologique remarquable. Première étape, identifier des vulnérabilités financières et affectives du candidat. Deuxième phase, proposer des services mineurs mais bien rémunérés pour tester sa fiabilité. Troisième étape, augmenter progressivement les enjeux jusqu'aux propositions mortifères. Les sommes proposées révèlent le cynisme de la structure. Un assassinat peut être commandité pour quelques milliers d'euros seulement. Cette tarification volontairement basse permet de multiplier les contrats sans grever le budget du réseau, tout en rendant l'offre accessible à des exécutants inexpérimentés. 3 000 €, c'est le prix d'une vie humaine dans l'économie criminelle marseillaise. Cette tarification révèle également une stratégie économique sophistiquée. En maintenant les prix bas, la structure peut se permettre d'éliminer des cibles multiples sans risquer la faillite. Elle peut aussi remplacer rapidement un exécutant arrêté ou défaillant, puisque le coût d'opportunité reste faible. L'organisation logistique de chaque assassinat suit un protocole immuable qui minimise les risques pour les commanditaires. Phase 1. Surveillance de la cible par des équipes spécialisées qui établissent ses habitudes, repèrent ses vulnérabilités, identifient les moments propices. Phase 2. Préparation matérielle, avec mise à disposition des armes et véhicules, choix des itinéraires, synchronisation des horaires. Phase 3. Exécution par des tireurs qui ne connaissent que le minimum d'informations nécessaires à leur mission. Phase 4. Exfiltration selon des itinéraires préétablis et destruction immédiate des preuves. Cette compartimentalisation stricte protège l'organisation contre les risques de remontée judiciaire. Chaque intervenant ne dispose que des informations nécessaires à sa mission spécifique. Les équipes de surveillance ne communiquent jamais directement avec les tireurs. Cette architecture cloisonnée transforme chaque enquête en défi majeur pour les services de police. Octobre 2024 marque un tournant. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit plusieurs individus cagoulés revendiquer leur appartenance à la DZ Mafia et proférer des menaces explicites contre leurs rivaux, les forces de l'ordre et quiconque oserait s'opposer à leurs activités. Cette séquence marque un tournant dans l'approche de communication du groupe, abandonnant la discrétion pour adopter une communication offensive destinée à maximiser l'effet d'intimidation. Cette surexposition s'explique par une évolution inquiétante. La violence de la structure commence à déborder de son cadre initial. L'affaire qui éclate autour du rappeur SCH en août 2024 illustre parfaitement cette dérive. 26 août 2024, la Grande Motte. Mourad Belkacemi sort du restaurant où il vient de dîner avec des proches. 3 coups de feu retentissent. L'agent du rappeur SCH s'effondre sur le parking. Les tireurs disparaissent dans la nuit méditerranéenne, laissant derrière eux une scène de crime qui va bouleverser l'industrie musicale française. L'enquête révèle rapidement que cet assassinat s'inscrit dans une logique beaucoup plus large que de simples rivalités personnelles. Les investigations mettent au jour un système de rackets sophistiqué visant les artistes marseillais, leurs agents, leurs producteurs et tous les intermédiaires de l'industrie du divertissement. Cette extension révèle une ambition nouvelle. Contrôler les artistes permet d'accéder à des flux financiers considérables tout en renforçant son emprise symbolique sur la ville.
Avril et mai 2025 marquent un nouveau palier dans l'escalade. Une série d'attaques coordonnées vise plusieurs établissements pénitentiaires français. Tirs à l'arme de guerre contre les miradors de Fresnes, incendie de véhicules devant la prison de Fleury-Mérogis, menaces explicites contre le personnel pénitentiaire de Baumette. Initialement traitées sous l'angle antiterroriste, ces actions basculent vers l'enquête de criminalité organisée quand les investigations révèlent des liens probables avec la DZ Mafia. La sophistication de ces attaques coordonnées révèle un niveau de planification qui dépasse tout ce qui avait été observé dans le milieu criminel français. Synchronisation temporelle parfaite sur plusieurs sites distants, utilisation d'armements militaires identiques, connaissance précise des protocoles de sécurité pénitentiaire, tout indique une préparation minutieuse impliquant des complicités multiples. Ces actions contre les prisons marquent un franchissement de lignes rouges. Attaquer directement l'institution judiciaire constitue une déclaration de guerre ouverte à l'État français. Cette escalade révèle soit une perte de contrôle des dirigeants sur leurs troupes, soit une stratégie délibérée d'affrontement avec les institutions républicaines. Décembre 2025, l'affaire prend une dimension plus inquiétante avec la mise en examen de 2 employés du tribunal de Marseille, soupçonnés de consultation illégale de dossiers judiciaires et de transmission d'informations sensibles à des proches de la DZ Mafia. Elles illustrent une réalité terrifiante. La structure dispose apparemment de relais au cœur même de l'institution judiciaire censée la combattre. Face à cette escalade sans précédent, la réponse des autorités françaises s'organise autour de 3 axes stratégiques complémentaires. Premier objectif, démanteler les structures de commandement. Deuxième priorité, couper les canaux de financement. Troisième enjeu crucial, protéger les institutions judiciaires contre les tentatives d'infiltration et d'intimidation. Les interpellations de mars 2024 marquent la première offensive judiciaire majeure contre la DZ structure. 13 membres présumés sont arrêtés simultanément dans une opération coordonnée qui mobilise des centaines de policiers et gendarmes. L'âge particulièrement jeune des suspects frappe tous les observateurs. Certains n'ont pas 20 ans, d'autres viennent tout juste d'atteindre leur majorité. L'analyse minutieuse des communications interceptées révèle l'ampleur du défi technologique auquel font face les enquêteurs. Applications chiffrées de dernière génération, serveurs localisés dans des paradis numériques inaccessibles aux réquisitions françaises, comptes jetables renouvelés quotidiennement, codes de communication sophistiqués, la DZ Mafia maîtrise parfaitement les outils de protection numérique les plus avancés. Derrière les statistiques policières et les communiqués de presse se cachent des destins brisés, des familles détruites, des communautés entières terrorisées par cette violence industrialisée. Mars 2024, banlieue de Marseille. Fatima ouvre la porte aux policiers venus arrêter son fils de 17 ans pour tentative d'homicide. Dans la poche du jean de l'adolescent, 3 000 € en liquide. Le prix d'une vie humaine, selon les tarifs en vigueur. Ces familles, souvent issues des quartiers populaires, cumulent déjà toutes les difficultés sociales imaginables. Chômage endémique, logement insalubre, services publics défaillants. L'arrestation d'un enfant pour des crimes aussi graves les plonge dans un abîme de culpabilité et de honte dont elles ne se remettront jamais. L'impact psychologique sur les populations dépasse largement ce que peuvent mesurer les statistiques officielles. Vivre sous la menace permanente d'une violence imprévisible transforme le quotidien des habitants en cauchemar permanent. Les parents n'osent plus laisser sortir leurs enfants après la tombée de la nuit. Les commerçants ferment leurs établissements dès 18h. Cette autocensure généralisée crée un climat d'omerta qui profite directement aux organisations criminelles. Malgré ces défis considérables, quelques signaux encourageants émergent des statistiques récentes. Selon les données officielles du ministère de l'Intérieur, le nombre d'homicides directement liés au narcotrafic a sensiblement diminué à Marseille au cours de l'année 2024, passant de 42 à 36 cas recensés. Cette baisse, certes modeste, témoigne peut-être de l'efficacité des nouvelles méthodes d'investigation développées par les services spécialisés. Mais les spécialistes du grand banditisme restent extrêmement prudents dans l'interprétation de ces chiffres. Une accalmie temporaire ne signifie pas nécessairement un affaiblissement durable des structures criminelles. Elle peut aussi traduire une adaptation tactique, un repli stratégique ou simplement une réorganisation interne en cours. Aujourd'hui, la DZ Mafia continue d'opérer dans l'ombre des cités marseillaises.
Malgré les coups portés par la justice, la structure semble avoir survécu aux premières offensives des forces de l'ordre. Cette résilience remarquable s'explique par sa nature fondamentalement décentralisée, compartimentée, constamment renouvelée dans ses effectifs opérationnels. Cette capacité de régénération pose des questions fondamentales sur l'efficacité des stratégies répressives traditionnelles. Faut-il privilégier les arrestations massives au risque de voir les places vacantes immédiatement comblées ? Ou concentrer les efforts sur l'identification des vrais dirigeants au risque de laisser les structures opérationnelles intactes ? L'évolution future de cette guerre criminelle dépendra largement de la capacité de l'État français à s'adapter rapidement à ce nouveau type de menace. Les méthodes d'investigation traditionnelles montrent leurs limites face à des réseaux flexibles qui évoluent en permanence et intègrent immédiatement les contre-mesures policières dans leur mode opératoire. La dimension internationale de ce défi ne peut plus être ignorée. Si la DZ Mafia opère principalement sur le territoire marseillais, ses connexions avec d'autres structures criminelles européennes, ses sources d'approvisionnement en armes via les filières balkaniques, dépassent largement les frontières nationales. Lutter efficacement contre cette criminalité globalisée nécessite une coopération internationale renforcée. L'enjeu social dépasse largement les questions purement sécuritaires. Tant que des jeunes issus des quartiers populaires continueront à voir dans le crime organisé leur seule perspective d'ascension sociale, la DZ Mafia et ses émules trouveront toujours de nouvelles recrues prêtes à échanger leur vie contre quelques milliers d'euros. La lutte contre cette criminalisation de la jeunesse passe autant par des mesures répressives fermes que par un investissement massif dans la prévention et le développement social. Marseille porte aujourd'hui des stigmates d'une guerre qu'elle n'a jamais choisie, mais qu'elle doit assumer. Ses habitants, pris en otage entre les balles perdues et l'omerta forcée, attendent des réponses durables que ni la répression pure ni l'angélisme social ne pourront apporter isolément. La question qui hante désormais les nuits marseillaises n'est plus de savoir si la DZ Mafia sera définitivement démantelée, mais combien d'autres structures criminelles du même type lui succéderont dans les mois et les années à venir. Car la véritable tragédie n'est peut-être pas l'existence de ce groupe particulier, mais la démonstration terrifiante qu'elle a fournie de l'efficacité redoutable de ses méthodes innovantes. En transformant l'assassinat en tactique industrielle, en professionnalisant la terreur urbaine, elle a créé un modèle opérationnel qui pourrait rapidement inspirer d'autres groupes criminels en France et dans toute l'Europe. L'assassinat comme méthode de gouvernance criminelle, telle est donc la triste innovation de la DZ Mafia. Une innovation qui révèle autant sur l'évolution préoccupante de la criminalité contemporaine que sur les failles béantes de nos sociétés démocratiques. Entre les prisons surpeuplées et les quartiers abandonnés, entre la sophistication technologique criminelle et l'inadaptation chronique de notre appareil judiciaire, se joue aujourd'hui l'avenir de nos villes et de notre sécurité collective.